Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre? Sur tous les problèmes essentiels, j'entends par là ceux qui risquent de faire mourir, ceux qui découplent la passion de vivre. Il n'y a probablement que deux méthodes de pensée, celle de la palisse et celle de Don Quichotte. C'est l'équilibre de l'évidence et de l'irisme qui peut seul nous permettre d'accéder en même temps à l'émotion et à la clarté. Dans un sujet à la fois si humble, si chargé de pathétique, la dialectique savante classique doit donc céder la place. On ne conçoit une attitude d'esprit plus modeste qui procède à la fois du bon sens et de la sympathie. On n'a jamais traité du suicide comme d'un phénomène social. Au contraire, il questionne ici, pour commencer, du rapport entre la pensée individuelle et le suicide. Un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du corps au même titre qu'une grande œuvre. L'homme lui-même l'ignore. Un soir, il tire ou il plonge. D'un gérant d'immeuble qui s'était tué, on me disait un jour qu'il avait perdu sa fille depuis 5 ans, qu'il avait beaucoup changé depuis que cette histoire l'avait miné. On ne peut souhaiter de mots plus exacts. Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. La société n'a pas grand-chose à voir dans ses débuts. Le ver se trouve au corps de l'homme. C'est là qu'il faut le chercher. Ce jeu mortel qui mène de la lucidité en face de l'existence à l'évasion hors de la lumière, il faut le suivre et le comprendre. Il y a beaucoup de causes à un suicide, dont de façon générale, les plus apparentes n'ont pas été les plus efficaces. On se suicide rarement. L'hypothèse cependant n'est pas exclue. Par réflexion. On se suicide rarement par réflexion. Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Les journaux parlent souvent de chagrin intime ou de maladies incurables. Ces explications sont valables, mais il faudrait savoir si le jour même un ami désespéré ne lui a pas parlé sur un ton différent. Celui-là est le coupable. Car cela peut suffire à précipiter toutes les rancœurs et toutes les lassitudes encore en suspension. Mais s'il est difficile de fixer l'instant précis, la démarche subtile où l'esprit a parié pour la mort, il est plus aisé de tirer du geste lui-même les conséquences qu'il suppose. Se tuer, dans un sens, comme on met le drame, c'est avouer. C'est avouer qu'on est dépassé par la vie ou qu'on ne la comprend pas. N'allons pas trop loin cependant dans ces analogies et revenons aux morts courants. C'est seulement avouer que cela ne vaut pas la peine. Vivre naturellement n'est jamais facile. On continue à faire les gestes que l'existant commande pour beaucoup de raisons, dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude. L'absence de toute raison profonde de vivre le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Quel est donc cet incalculable sentiment qui prive l'esprit du sommeil nécessaire à la vie? Un monde qu'on ne peut expliquer même avec de mauvaises raisons, un monde familier. Mais au contraire, dans un univers soudain privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des souvenirs d'une patrie perdue ou de l'espoir d'une terre promise. Ce divorce entre l'homme de sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. Tous les hommes, sans ayant songé à leur propre suicide, on pourra reconnaître, sans plus d'explication, qu'il y a un lien direct entre ce sentiment et l'aspiration vers le néant. Néant n'existe pas. Si vous pouvez l'approuver. Néant n'existe pas. Le sujet de cet essai est précisément ce rapport entre l'absurde et le suicide.
la mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. On peut poser en principe que pour un homme qui ne triche pas, ce qu'il croit est vrai doit régler son action. La croyance dans l'absurdité de l'existence doit donc commander sa conduite. C'est une curiosité légitime de se demander, clairement et sans faux pathétique, si une conclusion de cet ordre exige que l'on quitte au plus vite une condition incompréhensible. Je parle ici, bien entendu, des hommes disposés à se mettre d'accord avec eux-mêmes. On éteint la cigarette. Arrête de crapoter. Transitoirement, temporairement, éphémèrement. Posé en termes clairs, ce problème peut paraître à la fois simple et insoluble. Voilà. C'est pas possible à résoudre, à ma connaissance. Mais on suppose à tort que des questions simples entraînent des réponses qui ne le sont pas moins que l'évidence implique l'évidence. A priori, et en inversant les termes du problème, de même qu'on se tue et qu'on ne se tue pas, il semble qu'il n'y ait que deux solutions philosophiques. Celle de oui et celle de non. Ce serait trop beau. Mais il faut faire la part de ceux qui, sans conclure, interrogent toujours. Ici, j'ironise à peine. Il s'agit de la majorité. Je vois également que ceux qui répondent non agissent comme s'ils pensaient oui. De fait, si j'accepte le critérium nietzschéen, ils pensent oui d'une façon ou de l'autre. Au contraire, ceux qui se suicident, il arrive souvent... Regarde la façon d'écriture. Magnifique et philosophique à la fois. Camarade Jean-Paul Sartre, ici, là-bas. Ici. Il a, dans Lettres au néant, il a écrit d'une manière un peu incompréhensible. Voilà. Trop compliqué. Pas assez intuitif. J'étais où? On peut même dire que... De fait, si j'accepte le critérium nietzschéen, ils pensent oui d'une façon ou de l'autre. Au contraire, ceux qui se suicident, il arrive souvent qu'ils étaient assurés du sens de la vie. Ces contradictions sont constantes. On peut même dire qu'elles n'ont jamais été aussi vives que sur ce point où la logique, au contraire, paraît si désirable. C'est un lieu commun de comparer les théories philosophiques et la conduite de ceux qui les professent. Mais il faut bien dire que parmi les penseurs qui refusèrent un sens à la vie, aucun, sauf Kirillov, qui appartient à la littérature, Pérécrinos, qui naît de la légende, et Jules Lequier, qui relève de l'hypothèse, n'accorda sa logique jusqu'à refuser cette vie. On cite souvent, pour en rire, Schopenhauer, qui faisait l'éloge du suicide devant une table bien garnie. Il n'y a point la matière à la plaisanterie. Cette façon de ne pas prendre le tragique au sérieux n'est pas si grave, mais elle finit par juger son homme. Un peu compliqué à comprendre, voilà, ça a besoin de beaucoup de réflexion, voilà, beaucoup des informations. Devant ces contradictions et ces obscurités, faut-il donc croire qu'il n'y a aucun rapport entre l'opinion qu'on peut avoir sur la vie et le geste qu'on fait pour la quitter? Donc, la manière que je prends ici, ma méthode, c'est juste lire, prendre, pas comprendre tout, mais comprendre quelque chose de positif. 10%, 20%, 50%, 80%, ou peut-être tous. Après rélecture. Voilà. Dans l'attachement d'un homme à sa vie, n'exagérons rien dans ce sens. Dans l'attachement d'un homme à sa vie, il y a quelque chose de plus fort que toutes les misères du monde. Dans l'attachement d'un homme à sa vie, il y a quelque chose de plus fort que toutes les misères du monde. Je ne comprends pas pourquoi il fait une comparaison entre l'attachement à sa vie. Ça me rappelle un homme gagnant de Palme d'Or de Cannes, à la fois avec un japonais, Aboskero Sami,
le goût de cerise. C'est à propos de la suicide et c'est inspiré par Mythe de Sisyphe, ce livre. Mais je ne comprends pas pourquoi l'attachement d'un homme à sa vie, c'est plus fort que toute la misère du monde. Non, je ne comprends pas. Le jugement du corps vaut bien celui de l'esprit et le corps recule devant l'anéantissement. Nous prenons l'habitude de vivre avant d'acquérir celle de penser. Dans cette course qui nous précipite tous les jours un peu plus vers la mort, le corps garde cette avance irréparable. Enfin, l'essentiel de cette contradiction réside dans ce que j'appellerais l'esquive, parce qu'elle est à la fois moins et plus que le divertissement au sens pascalien. Ce livre possède beaucoup de prérequis. Pascalien, c'est référence à Blaise Pascal, je crois. J'étais où? L'esquive mortelle qui fait la troisième thème de cet essai, c'est l'espoir. Espoir d'une autre vie qu'il faut mériter, ou tricherie de ceux qui vivent, non. Espoir d'une autre vie qu'il faut mériter, ou tricherie de ceux qui vivent non pour la vie elle-même, mais pour quelque grande idée qui la dépasse, la sublime, lui donne un sens et la trahit. Oh là là, quelle phrase! Tout contribue encore. Espoir de notre vie qu'il faut mériter, ou tricherie de ceux qui vivent non pour la vie elle-même, mais pour quelque grande idée qui la dépasse, la sublime, lui donne un sens et la trahit. Oh là là, il est un génie. Tout contribue ainsi à brouiller les cartes. Ce n'est pas en vain qu'on a jusqu'ici joué sur les mots, afin de croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. En vérité, il n'y a aucune mesure forcée en ces deux jugements. Il faut seulement refuser de se laisser égarer par les confusions, les divorces et les inconséquences jusqu'ici signalées. Il faut tout écarter, aller droit au vrai problème. On se tue parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Très simple, ouais. Voilà une vérité sans doute. Infécondée, cependant, parce qu'elle est truisme. Mais est-ce que cette insulte à l'existence, ce démenti où on la plonge vient de ce qu'elle n'a point de sens? Mais est-ce que cette insulte à l'existence, ce démenti où on la plonge vient de ce qu'elle n'a point de sens? Mais est-ce que cette insulte à l'existence, ce démenti où on la plonge vient de ce qu'elle n'a point de sens? Est-ce que son absurdité exige qu'on lui échappe par l'espoir ou le suicide? Voilà ce qu'il faut mettre à jour, poursuivre et illustrer en écartant tout le reste. L'absurde commande-t-il la mort? Il faut donner à ce problème le pas sur les autres, en dehors de toutes les méthodes de pensée et des jeux de l'esprit désintéressé. Les nuances, les contradictions, la psychologie qu'un esprit objectif sait toujours introduire dans tous les problèmes n'ont pas leur place dans cette recherche, cette passion. Il y faut seulement une pensée injuste. Il faut, cette chose, voilà ça. C'est Y remplace A. Par exemple, j'en vaux, je vaux de ça. Les pommes, j'en vaux. Je vaux des pommes. J'en vaux, voilà. J'y irai, c'est-à-dire j'y vais, je vais à. Ça remplace à. Il y faut seulement penser injuste, c'est-à-dire logique. Cela n'est pas facile. Il est toujours aisé d'être logique. Il est presque impossible d'être logique jusqu'au bout. Les hommes qui meurent de leurs propres mains suivent ainsi jusqu'à sa fin la pente de leurs sentiments. La réflexion sur le suicide me donne alors l'occasion de poser le seul problème qui m'intéresse. Y a-t-il une logique jusqu'à la mort?
Je ne puis le savoir. Puis. Il a utilisé Albert Camus, puis dans le... je crois que ça existait, c'est classe, c'est la langue, registre de la langue soutenue. Dans l'étranger, Albert Camus a existé, puis aussi dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Je ne puis le savoir qu'en poursuivant sans passion désordonnée dans la seule lumière de l'évidence, le raisonnement dont j'indique ici l'origine. Monsieur Camus, docteur Albert Camus, maître Albert Camus, maestro Albert Camus, il utilise beaucoup, il adore enchaîner les phrases. C'est-à-dire, ça commence, une phrase, ça finit, virgule, encore une phrase, 5 phrases ensemble. Regardez. Je ne puis le savoir qu'en poursuivant sans passion désordonnée, dans la seule lumière de l'évidence, le raisonnement dont j'indique ici l'origine. Voilà. C'est ce que j'appelle un raisonnement absurde. Beaucoup l'ont commencé. Très important. Partie très importante. C'est ce que j'appelle un raisonnement absurde. Beaucoup l'ont commencé. Je ne sais pas encore s'ils s'y sont tenus. Lorsque Karl Jasper, révélant l'impossibilité de constituer le monde en unité, s'écrie « Cette limitation me conduit à moi-même, là où je ne me retire plus derrière un point de vue objectif que je ne fais que représenter, là où ni moi-même ni l'existence d'autrui ne peut plus devenir objet pour moi. » Il évoque après bien d'autres ces lieux déserts et sans eau où la pensée arrive à ses confins. Après bien d'autres, oui, sans doute, mais combien pressés d'en sortir. À ce dernier tournant où la pensée vacille, beaucoup d'hommes sont arrivés, et parmi les plus humbles, ceux-là abdiquaient alors ce qu'ils avaient de plus cher qui était leur vie. D'autres princes parmi l'esprit ont abdiqué aussi, mais c'est au suicide de leur pensée dans sa révolte la plus pure qu'ils ont procédé. Le véritable effort est de s'y tenir au contraire, autant que cela est possible d'examiner de près la végétation baroque de ces contrées éloignées. La ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés. La ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés pour ce jeu inhumain où l'absurde, l'espoir et la mort échangent leur réplique. Encore, le véritable effort est de s'y tenir au contraire, autant que cela est possible, et d'examiner de près la végétation baroque de ces contrées éloignées. La ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés pour ce jeu inhumain où l'absurde, l'espoir et la mort échangent leurs répliques. Cette danse, à la fois élémentaire et subtile, l'esprit peut alors en analyser les figures avant de les illustrer et de les revivre lui-même. Premièrement, ne manquons pas l'occasion de marquer le caractère de cet essai. Le suicide peut en effet se rattacher à des considérations beaucoup plus honorables. Exemple, le suicide politique dit DITS, dite de protestation dans la Révolution chinoise. J'ai entendu parler d'un émule de Peregrinos, écrivain de l'après-guerre, qui après avoir terminé son premier livre, se suicida pour attirer l'attention sur son œuvre. L'attention, en effet, fut attirée, mais le livre jugé mauvais. Ok, très intéressant. Les murs, les murs absurdes. Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire. Comme les grandes œuvres, les sentiments profonds signifient toujours plus qu'ils n'ont conscience de le dire. La constance d'un mouvement ou d'une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l'âme elle-même ignore. Les grands sentiments promènent avec eux leur univers, splendide ou misérable. Ils éclairent de leur passion un monde exclusif où ils retrouvent leur climat.
Il y a un univers de la jalousie, de l'ambition, de l'égoïsme ou de la générosité. Un univers, c'est-à-dire une métaphysique et une attitude d'esprit. Ce qui est vrai de sentiments déjà spécialisés le sera plus encore pour des émotions à leur base aussi indéterminées à la fois, aussi confuses et aussi certaines, aussi lointaines et aussi présentes que celles que nous donne le beau ou que suscite l'absurde. Le sentiment de l'absurdité au détour de n'importe quelle rue peut frapper à la face de n'importe quel homme. Tel quel, dans sa nudité désolante, dans sa lumière sans rayonnement, il est insaisissable. Mais cette difficulté même mérite réflexion. Il est probablement vrai qu'un homme nous demeure à jamais inconnu et qu'il y a toujours en lui quelque chose d'irréductible. En lui quelque chose d'irréductible qui nous échappe. Pratiquement, je connais les hommes et je les reconnais à leur conduite, à l'ensemble de leurs actes, aux conséquences que leur passage suscite dans la vie. De même, tous ces sentiments irrationnels sur lesquels l'analyse ne saurait avoir de prise, je puis pratiquement les définir, pratiquement les apprécier, à réunir la somme de leurs conséquences dans l'ordre de l'intelligence, à saisir, à noter tous leurs visages, à retracer leur univers. Il est certain qu'apparemment, pour avoir vu 100 fois le même acteur, je ne l'en connaîtrai personnellement pas mieux. Pourtant, si je fais la somme des héros qu'il a incarnés, et si je dis que je le connais un peu plus au 100e personnage recensé, on sent qu'il y aura là une part de vérité. Car ce paradoxe à part est aussi un apologue. Il a une moralité et l'enseigne qu'un homme se définit aussi bien par ses comédies que par ses élans sincères. Il en est ainsi un ton plus bas, des sentiments inaccessibles dans le corps, mais partiellement trahis par les actes qu'ils animent et les attitudes d'esprit qu'ils supposent. On sent bien qu'ainsi je définis une méthode, mais on sent aussi que cette méthode est d'analyse et non de connaissance, car les méthodes impliquent des métaphysiques. Elles trahissent alors ainsi les conclusions qu'elles prétendent parfois ne pas encore connaître. Ainsi, les dernières pages d'un livre sont déjà dans les premières. Ce nom est inévitable. La méthode définie ici confesse le sentiment que toute vraie connaissance est impossible. Seules les apparences peuvent se dénombrer, le climat se faire sentir. Difficile à comprendre. Je comprends les mots, mais je ne comprends pas exactement. C'est ça. Il a besoin beaucoup de... Ce livre, il a besoin beaucoup d'analyse, de pensée, réflexion. Chaque phrase se remplit avec information. Par exemple, la méthode définie ici, par exemple, ainsi les dernières pages d'un livre, ainsi les dernières pages d'un livre sont déjà dans les premières. Je peux parler de ça peut-être 2 heures. Pas en ayant une connaissance complète, mais juste débattre, comment dire, avec moi-même, avec un philosophe dans les différentes perspectives, de différentes manières. Difficile. Désolé, cher monsieur Camus, camarade. Franchement, je vais abandonner ce livre, je crois, parce que c'est pas facile à comprendre. C'est pas mon niveau. Page 58. C'est au bout de ce chemin difficile que l'homme absurde reconnaît ses vraies raisons, à comparer son exigence profonde et ce qu'on lui propose alors. Il sent soudain qu'il va se détourner. Dans l'univers où cercle, le monde se clarifie, cet appétit de familiarité qui tient au cœur de l'homme devient inutile. Dans l'Apocalypse de Kierkegaard, ce désir de clarté doit se renoncer s'il veut être cette hoc. Oh. Difficile.
difficile. Penser, c'est avant tout vouloir créer un monde ou limiter le sien, ce qui revient au même. C'est partir de désaccords fondamentaux qui séparent l'homme de son expérience pour trouver un terrain d'entente selon sa nostalgie. Un univers corseté de raisons ou éclairé d'analogies qui permettent de résoudre le divorce insupportable. Le philosophe, même s'il est Kant et créateur, il a ses personnages, ses symboles et son action secrète. Tous les héros de Dostoïevski s'interrogent sur le sens de la vie. C'est en cela qu'ils sont modernes. Ils ne craignent pas le ridicule. Ce qui distingue la sensibilité moderne de la sensibilité classique, c'est que celle-ci se nourrit de problèmes moraux et celle-là de problèmes métaphysiques. Dans les romans de Dostoïevski, la question est posée avec une telle intensité qu'elle ne peut engager que des solutions extrêmes. Très joli, très joli. Bravo, bravo, bravo. L'existence est mensongère ou elle est éternelle. Si Dostoïevski s'y contentait de cet examen, il serait philosophe. Encore, dans le roman de Dostoïevski, la question est posée avec une telle intensité qu'elle ne peut engager une solution extrême. Bravo. L'existence est mensongère ou elle est éternelle. Waouh, quelle phrase. Et les imbéciles disent qu'Albert Camus était un écrivain. Il est un putain de philosophe. Voilà. Si Dostoïevski se contentait de cet examen, il serait philosophe. Mais il illustre les conséquences que ces jeux de l'esprit peuvent avoir dans une vie d'homme, et c'est en cela qu'il est artiste. Parmi ces conséquences, la dernière qui le retient, celle que lui-même, dans le journal d'un écrivain, appelle suicide logique. Dans la livraison de décembre 1876, en effet, il imagine le raisonnement de suicide logique, persuadé que l'existence humaine est une parfaite absurdité pour qu'il n'a pas la foi en l'immortalité, le désespérant en arrive aux conclusions suivantes. Puisqu'à mes questions au sujet du bonheur, il me déclara en réponse, par l'intermédiaire de ma conscience, que je ne puis être heureux autrement que dans cette harmonie avec les grands tout. Quand je conçois, je ne serai jamais en état de concevoir, c'est évident. Puisqu'enfin, dans cette ordre de choses, j'assume à la fois le rôle de plaignant et celui de répondant, de l'accusé et du juge. Et puisque je trouve cette comédie de la part de la nature tout à fait stupide, quand même j'estime humiliant de ma part d'accepter de la jouer. En ma qualité indiscutable de plaignant et de répondant, de juge et d'accusé, je condamne cette nature qui, avec ainsi impudence sans gêne, m'a fait naître pour souffrir. Je l'ai condamné à être anéanti avec moi. Ça me rappelait quelque chose. J'étais en train de parler avec une fille tellement religieuse, islamique. Elle était mon élève. Elle était soudanaise. Son père, il était un diplomate soudanaise. Elle était mon élève à Istanbul, British Town, dans le quartier de Şişli, européen. Institut de British Town. C'était un cours privé. Elle avait 15 ans. Elle a fini le lycée en biologie. Elle voulait devenir un biologiste. Je ne me rappelle plus son prénom. Et j'ai effacé son numéro de téléphone aussi parce que j'ai quitté cet institut. Dès que j'ai quitté cet institut, je ne l'ai jamais contacté. Elle était très sympa, très intelligent. Et je lui ai posé une question par rapport à islam, comment on va dire, religion, tout ça quoi. J'ai dit, n'importe quelle religion qui croit, par exemple, bouddhisme ne croit pas en ça. Mais je crois, je sais pas. Mais je n'ai pas pratiqué le bouddhisme longtemps, juste y aller à quelque sens, c'était toxique pour moi. C'est une ambiance très toxique, on va dire, qui m'a fait sentir étranglé. Quelque chose comme ça. Alors je lui demandais, cette fille soudanaise, très voilée, et avec les filles des dents, machin comme ça, je ne veux pas rentrer en détail. Je ne l'ai pas trouvé au début du tout intéressant par rapport à apparence, aussi par rapport à façon de parler. Elle ne pouvait pas mener une conversation facilement en anglais. Mais après ça, j'étais étonné, époustouflé, envoûté par son intelligence. Mais quand même, je lui ai posé une question et elle ne pouvait pas répondre. J'ai dit, alors, je prie chaque jour, je serai un bon musulman, je serai un bon chrétien, je serai un bon
bonhomme religieux. Après ma mort, je vais au paradis. Ok, pour éternité, je serai heureux. Je vais faire l'amour avec les femmes. Une femme, je sais pas, je vais travailler au paradis. Il a dit qu'il y a des travail au paradis aussi, des fermières, machin comme ça. J'ai dit, ok, ça sert à quoi? Et alors? Pourquoi je dois aller à paradis? Pourquoi bonheur éternel à paradis? Ça sert à quoi? Voilà. Et alors, imagine, ici, je suis un bonhomme religieux, musulman ou chrétien, je vais au paradis. Après ça, je serai au paradis pour éternité. Heureux, avec bonheur pur. Et alors? Ma réponse est que la causalité, s'il y a un autre monde, dans, je sais pas, dans Ceinture d'Orion, je sais pas, une planète, une étoile de Ceinture d'Orion, je sais pas, je parle inconsciemment. La causalité n'existe pas n'importe où dans le monde entier. Donc on ne peut pas poser cette question, ça n'a aucun sens. Ça sert à quoi? Parce que ça sert à quoi? C'est-à-dire, voilà, on cherche quelque chose comme conclusion en croyant dans la causalité. Et quelque chose de positif émotionnel. Par exemple, je travaille, je gagne ma vie, je serai heureux, je serai tranquille, moins de peine, moins de douleur. Je joue un match, je gagne, je serai heureux. Je gagne d'argent, je dépense d'argent, je garde d'argent, je serai heureux. Moins de peine, moins de douleur. Donc, il y a un rapport par rapport à le prix émotionnel. Voilà. Un régal cadeau émotionnel. Mais le ciel qu'on regarde, on constate les étoiles qu'on constate dans le ciel, les étoiles qu'on constate maintenant dans le ciel appartiennent à un milliard de millions d'années avant. Aussi, le temps, c'est une illusion. Le temps n'existe pas. C'est juste une illusion qu'on va dire en français, c'est une loupe.